Saviez-vous qu'il y aurait été possible qu'une ligne de monorail voie le jour partant du Transportation and Ticket Center à proximité du Magic Kingdom et se rendant au site que nous connaissons aujourd'hui en tant que Disney Springs? Comme vous l'avez remarqué lors de votre dernière visite au Walt Disney World, c'est pas du tout le cas, mais peut-être verrons-nous un jour l'aboutissement de cette idée par le Skyliner, le système de transport le plus récent de Disney. Tout d'abord, une remise en contexte de l'évolution de Disney Springs est bien sûr nécessaire. Je veux dire, on part de loin, mais je vais tout vous démêler ça rapidement. On est en 1965. Disney vient d'acquérir les terrains en Floride et le gouvernement crée un nouveau comté virtuel et 2 nouvelles municipalités pour gérer ce terrain, qui est rien de moins que le plus grand terrain privé au monde. De ces deux villes, on a Bay Lake d'une part et Lake Buena Vista de l'autre. Donc on se souvient aussi, Walt Disney voulait créer une ville futuriste Epcot et non le parc thématique qu'on connaît aujourd'hui. Mais suite au décès de notre visionnaire préféré, la fameuse ville n'a jamais vu le jour. Bon, souvent on entend dire qu'on n'a pas voulu le faire parce que seul Walt avait dans sa tête la réelle vision d'Epcot, mais c'est pas tout à fait vrai. On aurait voulu le faire, on a travaillé pendant une dizaine d'années pour partir le projet indépendamment de Walt. C'est sûr ce qu'on avait en tête à ce moment-là, ce n'était plus la grande ville avec les grands gratte-ciels comme on le voit dans plein de concept art, parce que l'échelle a rétréci pour s'assurer que ça soit réalisable financièrement, donc on est un peu dans un prototype de ce qu'Epcot aurait été. Attends, un prototype, là? T'sais, Epcot, c'est déjà un prototype expérimental d'une communauté de demain, c'est ce que ça veut dire. Mais là, ça aurait été un prototype d'un prototype. Alors, je comprends pourquoi ils ont changé le nom en cours de route, là. Au lieu d'appeler ça Epcot, puis qu'il soit compris dans les limites de Bay Lake, on s'est dit à la place qu'on va juste prendre la portion de Lake Buena Vista, puis c'est là qu'on va le faire. Ça permet en même temps qu'un même conseil municipal n'ait pas à gérer à la fois la dynamique de Magic Kingdom et tous ces resorts qui sont bien plus complexes de ce qu'on avait jusqu'à présent avec Disneyland en Californie, puis une ville qui est absolument éclatée dans ses services puis technologiquement. Et là, quand je parle du projet de Lake Buena Vista, on n'était plus juste à l'étape d'une idée lancée comme ça, là. On voulait le faire, on était motivés, on a travaillé sur des cartes, on a des sketchs, on a fait les détails techniques de plusieurs éléments importants, on avait un plan directeur bien établi, on a même fait une géante maquette représentative de l'expérience. Le concept de développement se résume en 5 points. Le premier, c'est que ce sera une communauté résidentielle récréative. En second lieu, on cherche aussi à développer des aires institutionnelles, industrielles et commerciales. En troisième lieu, on cherche à développer et à unifier des éléments de transport pour unir la communauté. On parle donc ici d'un monorail puis d'un people mover. Le quatrième point, c'est de construire par un design autant innovant que distinctif, autant dans l'architecture de paysage, le design intérieur, etc. Et puis finalement, le cinquième et dernier point, c'est de toujours garder un haut degré de flexibilité dans l'aménagement pour permettre de faire face aux défis et aux opportunités futures qu'on peut même pas s'imaginer en ce moment. Vous voyez, c'est des bien beaux objectifs qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle ville moderne d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est révolutionnaire. En plus, on s'imagine une belle thématique au travers de tout ça, là, un parc récréatif aquatique. En fait, c'est pas un parc aquatique comme Blizzard Beach ou Typhoon Lagoon, il n'y a pas de glissade d'eau pantoute, mais c'est plus le rapport aux étendues d'eau qui sont soulevées. Puis on parle d'un parc parce qu'on a aussi la volonté de verdir l'endroit. Finalement, là, c'est pas compliqué. Moi, ce que ça me fait penser, c'est au nouvel hôtel qui va arriver bientôt proche du Magic Kingdom, le Reflections Lakeside Lodge. On parle autant de forêts, de lacs, d'architecture contemporaine, puis d'activités récréatives, que ce soit du sport, de tous les types de sports populaires aux États-Unis à l'époque. Vous êtes sûr qu'ils se retrouvent à quelque part dans l'espace. Tennis, vélo, canot, voile, etc. On prévoyait même ajouter une écurie qui est l'extension du Three Circle D Ranch qu'on retrouve actuellement au camping du Fort Wilderness. Encore une fois, même si c'est pas la ville fantastique d'Epcot, le projet a l'air super intéressant, c'est un bon compromis à la vision de Walt. Mais pourquoi est-ce qu'on annule encore le projet? Là? Ça aurait été le fun de pouvoir goûter à quelques éléments, juste un peu. Là. Mais même si on n'en a pas l'air aujourd'hui avec Disney Springs, dites-vous que le centre d'achat Disney n'aurait fort probablement jamais vu le jour si c'était pas de ces quelques concepts, car en fait, les premières phases de construction de la communauté résidentielle récréative ont vu le jour et sont toujours présents aujourd'hui. D'une part, même si on cherchait à établir une communauté relativement permanente, une série d'hôtels dans ce coin était nécessaire pour stimuler l'économie un minimum. Alors l'idée de l'hôtel Plaza Boulevard a vu le jour. Pour ceux qui connaissent pas ce boulevard, c'est celui adjacent à Disney Springs qui s'étale vers l'extérieur de la propriété. Donc là-bas, on retrouve des grandes tours, des grandes chaînes d'hôtels comme il était prévu. On ajoute aussi quelques villas de touristes gérées par Disney de l'autre côté du lac.
Puis il y en a même qui seront construits surélevés, comme si c'était une cabane dans les arbres. Ça, c'était la phase 1. Mais pour la phase 2, si on veut une économie, un secteur générateur d'emplois pour les résidents, il faut établir des commerces. C'est pourquoi on crée un tout petit centre d'achat extérieur, 100 000 pieds carrés, qu'on nomme le Lake Buena Vista Shopping Village. Pour vous guider un peu, l'espace qu'il occupait, c'est l'équivalent de la section actuelle de Marketplace à Disney Springs. Donc là, on a des hôtels, des commerces, il nous manque le pôle résidentiel, puis les infrastructures de transport, et le projet sera mis sur pied, mais notre ami le manque de financement refait surface. Tu sais, c'est bizarre, là. À chaque fois qu'on parle d'une phase qui permet de stimuler l'économie, là, on a tout l'argent du monde à investir là-dedans, mais dès qu'on parle d'un élément qui est plutôt axé sur la communauté ou le développement durable, là, c'est drôle, on a peur un peu d'investir. Tu sais, il y a quand même le mot développement dans développement durable, donc ça va quand même, tu sais, les innovations vont valoir bien plus, vont rapporter beaucoup plus que l'investissement de départ, mais ça on le voit pas. C'est sûr, dans le monde dans lequel on vit, là, on est comme un peu habitué, mais je m'éloigne un peu du sujet, là. Mais en termes de transport, on aurait vraiment été gâtés. Non seulement on aurait eu un réseau de bateaux faisant les liens entre les différents quartiers puis le centre commercial et récréatif, mais ça, c'est moins excitant parce que ça s'est fait avec Disney Springs puis les hôtels avoisinants, mais ce qui aurait été pas mal génial, là, c'est la nouvelle ligne de monorail puis le réseau de People Mover. Le monorail, là, c'est pas bien mêlant, il aurait relié le TTC près de Magic Kingdom à cette communauté. T'sais, après tout, on veut bien servir s'il y en a des offres de divertissement. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est une nouvelle station intermodale comme le TTC, mais vraiment plus cool puis élaborée, car regardez, les monorails et les People Movers se rencontrent. C'est-tu juste moi qui est trop enthousiaste avec ça? Ah, puis c'est pas tout, là, même les People Movers auraient complètement été redesignés par rapport à ce qu'on a à Magic Kingdom. Au lieu qu'ils soient à air ouvert puis que chaque véhicule accueille jusqu'à 4 personnes, ceux-là sont refermés, permettant une plus grande vitesse et une climatisation, puis il y aurait abrité 6 personnes par cabine, puis la technologie innovante là-dedans. Dans le véhicule, on aurait fait le choix de notre destination, puis le véhicule s'y serait rendu sans avoir arrêté par toutes les stations, comme dans les versions classiques de Disneyland et Magic Kingdom. Ici, lorsque plusieurs groupes vont au même endroit, un train se forme pour optimiser le déplacement, mais à n'importe quel moment, un des véhicules peut juste bifurquer, puis rejoindre la destination de ses passagers. Si vous êtes curieux, voici où auraient passé les rails. Donc on a l'actuel Disney Springs ici, avec le World of Disney, le Cirque du Soleil, puis le Planet Hollywood. Puis ça aurait été le monorail, et le People Mover passerait par là. Mais ça n'en restera que de la belle théorie, car 2 ans après l'ouverture du Shopping Village, donc là on est rendu en 1977, on renomme le lieu en le Walt Disney World Village, et plus rien évolue, probablement à cause de l'énergie que demande le projet du deuxième parc thématique. Mais en 1984, avec l'arrivée de mon cher ami Michael Eisner à la tête de la Walt Disney Company, on cherche à garder les visiteurs un maximum de temps sur la propriété. On veut plus juste que ça soit un séjour de 2-3 nuits qui accompagne des vacances en Floride, on veut que Walt Disney World devienne une destination principale. Alors, le 1er mai 1989, on ouvre un 3e parc, Disney MGM Studios, mais aussi Pleasure Island, qui est adjacent au Shopping Village et qui va abriter une dizaine de boîtes de nuit pour offrir un divertissement additionnel exclusivement pour les adultes. Le Walt Disney World Village se renomme dans la même année Disney Village Marketplace. Pourquoi ce changement? J'en ai aucune idée. Mais quand elle est dans le changement de nom, en 1995, on combine Disney Village Marketplace avec Pleasure Island sous une seule et même bannière, le Downtown Disney. Ça, je suis sûr, là, tout le monde se souvient de ce nom-là. Chacun de ces segments vont garder leur nom. Ça va devenir un peu comme des lands dans un parc. Sauf le Disney Village Marketplace, qui va juste s'appeler Marketplace à partir de maintenant. Cette nouveauté vient avec l'arrivée d'un nouveau secteur, Westside. Puis alors qu'on avait des petites boutiques, des petits restaurants partout à Downtown Disney, Westside, on y va avec l'opposé totalement. Une grande salle de spectacle pour accueillir la Nouba du Cirque du Soleil, un gros cinéma avec le AMC Theater, ou encore un immense bâtiment de 5 étages pour Disney Quest, un parc thématique interactif intérieur qui a fermé ses portes par contre depuis, mais dont j'ai fait une vidéo il y a quelques années. Allez la voir, là, je vous dis, c'est bien intéressant. En 2004, les villas que je parlais un peu plus tôt à proximité sont en partie détruites pour laisser place à l'hôtel Saratoga Springs Resort. On réutilise par contre les villas en forêt qui deviendra la section des treehouse de l'hôtel. L'endroit devient de plus en plus populaire, peut-être trop populaire parce qu'on commence à avoir des sérieux enjeux de circulation. Le stationnement est toujours plein, ça devient désagréable l'expérience d'arriver à Downtown Disney. Mais en même temps, s'il y a tous ces problèmes-là, c'est
Puis le lieu fonctionne, il y a de l'intérêt du public. Alors de plus en plus, on pense à réaménager le tout. Ça devient un vrai défi de planification urbaine, quasiment plus complexe que le projet original de Lake Buena Vista. Mais je vous épargne les détails techniques, là, mais en 2010, on annonce publiquement les changements majeurs ambitieux qui arriveront prochainement. C'est la conversion de Pleasure Island en Laperian Wharf. Donc la nouvelle thématique de cette portion de Downtown Disney deviendrait un quartier d'artistes d'un prestigieux studio d'animation Disney dans un style industriel avec un rappel portuaire puis plein de petits quais en bois. Mais comme vous en doutez, cette idée-là non plus n'a pas vu le jour. Ou du moins pas tout à fait dans cette forme-là, car on remaniait les idées pendant 3 ans, puis en 2013, Disney annonce une transformation majeure pour Downtown Disney. L'idée des nombreux quais avec un design industriel est reprise à l'endroit de l'ancien Pleasure Island, mais on va appeler ça à la place de Landing. Et même on a trop d'idées d'agrandissement, on voudrait s'étendre là où il y avait une partie du stationnement de l'époque, puis on a juste à construire des stationnements à étages pour accueillir un maximum de voitures en même temps. Sauf que là, le problème, c'est qu'on arrive avec un endroit beaucoup trop grand. Il faut une toute nouvelle stratégie de gestion des eaux de ruissellement. Puis, donc, il faut un bassin de rétention. Mais comme Disney, c'est de la thématique, l'idée de ce bassin-là se transforme en une source d'eau en la fameuse Springs, de Disney Springs. Puis même, on veut venir la mettre en valeur. Alors, toute la nouvelle section sera construite pour mettre en valeur cette source d'eau importante. C'est pour ça que partout à Town Center, on retrouve des indices de sa présence. Puis même, dès notre arrivée en voiture ou en autobus, on peut facilement percevoir le château d'eau et nouvelle icône de Disney Springs. Et vous souvenez-vous, je parlais d'une thématique des studios Disney pour Laperian Wharf avant même qu'on soit dans l'idée de Disney Springs. Mais on a quand même gardé une portion de cette idée, car pour accompagner tous les changements, on annonce une réimagination de l'immense boutique World of Disney. Cette nouvelle thématique reprend le studio d'animation Disney dans un style industriel, ainsi que le travail des 911, 9 grands animateurs des studios. En tout cas, là, vous voyez que Disney Springs a une identité particulière, assez complexe par toutes ses composantes puis thématiques datant de différentes époques puis courants de pensée de la compagnie Disney, ou provenant de certaines contraintes physiques d'aménagement ou de circulation. Pourquoi on a construit le Lake Buena Vista Shopping Village? À l'origine, c'était une première phase en réponse à la vision futuriste reformulée de Walt, mais qui s'est venue se greffer toutes sortes d'extensions plus ou moins cohérentes les unes envers les autres. Mais aujourd'hui, là, on a fait un grand travail d'uniformisation dans le style paysager. Et soyez sans crainte, l'espace est toujours en continuelle évolution, puis malgré les efforts pour améliorer la circulation, il y a toujours de plus en plus de monde qui veulent y aller. Donc, je serais pas surpris de voir peut-être un jour l'extension du Skyliner qui, à proximité, pas trop loin à côté, va s'étendre jusqu'à Disney Springs. Du moins, je l'espère. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Personnellement, c'est une vidéo que j'ai adoré faire. J'ai découvert plein de choses pendant la recherche où j'ai fait des liens entre différents projets que j'avais pas vus avant. Puis si vous aussi vous l'avez aimé, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager pour que votre famille et vos amis puissent aussi voir Disney Springs sous un nouveau jour. Et si vous prévoyez un voyage à Walt Disney World vers une autre destination magique, je peux vous aider à la planification et à la réservation des différents aspects de votre séjour. Puis après ça, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions, puis vous apporter plein de conseils exclusifs. Puis mon service est 100% gratuit, alors n'hésitez pas à me contacter au maxime@wdworld.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous accompagner pour créer vos vacances de rêve. Puis d'ici là, on se voit très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!